Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Et cette semaine, pour la grosse vidéo, sûrement très grosse vidéo, eh bien, je vous passerai en revue la gamme d'un jeu mythique que je pense beaucoup attendaient que j'en fasse la revue, comment dire, sur la chaîne Tabula Rasa. Je veux parler de Pendragon. Eh oui, Pendragon. Un jeu dont beaucoup parlent et finalement dont peu peuvent dire si ils l'ont joué ou pas, parce que voilà, c'est un jeu d'une certaine époque qui a toujours fait partie un peu, comme la mythologie dont il est issu, également du mythe chez les rôlistes, car voilà, c'est un jeu que tout le monde connaît d'une certaine manière, tout le monde sait qu'il existe, tout le monde connaît ses qualités, mais finalement, qui y a réellement joué ou qui l'a réellement maîtrisé? Moi, je vais vous parler en tout cas du jeu tel que je l'ai lu, je l'ai un petit peu joué, mais je l'ai jamais maîtrisé. Ça a toujours été un peu mon rêve, un peu voilà mon saint graal, c'est le cas de le dire, d'essayer de le faire jouer, mais j'ai jamais trouvé l'occasion, j'ai jamais trouvé le biais par lequel réellement pouvoir le faire sans dévoyer, comment dire, complètement l'œuvre. Mais voilà, c'est un jeu malgré tout qui nous apprend beaucoup sur sur ce qu'est le jeu de rôle, un jeu voilà, qui est l'œuvre majeure, hormis évidemment RunQuest, d'un auteur de GDR malheureusement disparu. Ça fait déjà 4 ans que Greg Stafford nous a quittés, et qui avait réalisé là vraiment un chef-d'œuvre en termes de synthèse du genre, du mythe, parce que oui, c'est un mythe, hein, le cycle arthurien est un corpus voilà, de ce qu'on appelle la matière, on va dire, de Bretagne. C'est comme ça, je crois, que l'appellent les spécialistes. Moi, je ne suis pas un spécialiste du mythe arthurien, mais c'est on va dire, une mythologie que j'aime énormément. Voilà, à travers les films, voilà, déjà, moi j'ai été subjugué dans ma prime jeunesse, quand j'ai pu voir justement le Excalibur de John Borman, qui est un film magnifique qui retraduisait de manière tellement, on va dire, évocatrice, justement le mythe, et qui en faisait une synthèse, certes pas parfaite, mais une synthèse visuelle vraiment qui était à l'avant-garde à l'époque, qui rendait, comment dire, un mythe qui est de base de toute façon une aberration, hein, une uchronie complète. Il faut en être quand même clair, puisque je vous rappelle quand même qu'on parle dans Pendragon d'événements donc qui ont lieu entre la fin du 5e siècle et la fin donc du 6e siècle après Jésus-Christ. Sauf que ça a été évidemment écrit pour la plupart donc des mythes existants donc au XIIIe siècle jusqu'à nos jours, jusqu'à donc on va dire les romans beaucoup plus récents donc du 19e, de l'époque on va dire romantique, où justement le mythe arthurien a été remis à l'honneur dans les arts, donc dans la littérature tout d'abord, puis après évidemment dans les arts picturaux, donc en particulier par le mouvement pré-raphaélite, hein. Voilà, on verra qu'il y a énormément justement d'iconographie du mythe arthurien qui sont issus justement de cette période bénie, comment dire, justement du romantisme, qui remet justement cette thématique, qui est la thématique évidemment de la chevalerie courtoise, donc de la chevalerie de cour, de la chevalerie romantique, et donc c'est-à-dire en fait de mettre en place, on va dire, une chevalerie complètement idéalisée, qui n'est pas du tout la réalité historique de la chevalerie, ni même donc de la chevalerie du 5e, 6e siècle, ou encore moins la chevalerie classique du, on va dire, 12e, 13e siècle. On n'est pas là-dedans, on est vraiment dans des romans de cour, on est vraiment dans de l'idéalisation parfaite d'un genre, du genre justement, donc du héros. C'est une forme d'héroïsme, c'est une forme, on va dire, voilà, de mise, on va dire, sur un piédestal d'un modèle qui était donc le modèle justement du vertueux chevalier, qui était donc compté à travers justement ces mythes, qui était là, qui avait une vertu simple, c'était au départ, là je vous parle en tant qu'historien médiéviste qui connaît un petit peu son sujet, c'était de canaliser la violence. Parce que voilà, la chevalerie, faut pas croire, mais c'était un monde extrêmement violent. C'était des gens qui étaient éduqués depuis donc leur plus tendre enfance, donc depuis l'âge de 4-5 ans, qui commençaient à être pages, après qui donc étaient écuyers et qui donc devenaient chevaliers quasiment à l'âge d'homme, à l'âge adulte. Donc ils étaient éduqués comme ça pendant au moins 12-13 ans, pour
faire vraiment un métier, hein, c'était une véritable profession. Donc savoir utiliser les armes, savoir monter à cheval, porter une armure, et donc servir son seigneur en respectant, on va dire, les règles élémentaires et qui étaient, on va dire, nécessaires justement de la chevalerie, et donc les règles de la féodalité. Donc tout ça s'est retraduit là-dedans, mais d'une manière complètement tronquée par un prisme complètement, on va dire, qui est faux en fait. Hein. Donc il faut se dire que on a affaire à un genre qui est complètement émulé et qui ne représente pas la réalité de la chevalerie telle qu'elle existait, en tout cas au Moyen-Âge, ou telle qu'on voulait nous faire croire qu'elle existait. Mais c'est fait avec énormément de, on va dire, de qualité. Et c'est pour ça que voilà, c'est un gros sujet auquel je m'attelle avec Pendragon, parce que ben, voilà, moi en tant que historien, je suis un peu, on va dire, je dirais le cul entre deux chaises, à dire, à crier au génie, mais on va se dire, ben voilà, on n'est pas quand même dans voilà, émulation, on va dire, au plus proche, au plus vraisemblable de l'histoire justement, mais vraiment dans quelque chose de complètement fantasmé, de complètement, on va dire, idéalisé, et c'est ça qui est important, et je voulais le souligner, que c'est un genre qui est mis en place, un genre littéraire. Voilà, et donc on n'a pas affaire, comment dire, à une simulation historique, mais à une simulation, comment dire, donc d'un fantasme, qui fait partie, on va dire, d'un imaginaire littéraire. Et ça, donc, c'était un point important à souligner. Alors, pour ce qui est de Pendragon, donc comme je le disais, c'est l'une des œuvres majeures en dehors donc de RuneQuest et du monde de Gloranta, du très très grand Greg Stafford, qui donc a écrit ce jeu. Donc je crois que normalement, je sais en tout cas que la deuxième édition c'est 85, mais donc l'édition juste avant, elle doit pas dater de très très longtemps, on va dire, peut-être ça doit être 83 ou 84, et en tout cas 85 c'est sûr, et 86, nous avons le droit à une édition française, donc de la part de Gallimard, donc le fameux coffret Gallimard que beaucoup détestent. Il faut dire que en effet la traduction n'était pas, on va dire, au rendez-vous, mais malgré tout on a quelque chose, on va dire, qui nous a mis le pied à l'étrier, c'est le cas de le dire, et qui nous a donné l'occasion, par ses choix là éditoriaux. Donc voilà, il y a eu L'œil noir qui est paru, comment dire, dans les mêmes genres de coffrets, dans le même format chez Gallimard. Je vous renvoie à mes vidéos là-dessus. Et donc je ne pouvais pas passer outre, puisque c'est aussi l'édition que nous connaissons, celle-ci, donc l'édition Oriflamme. Donc celle-ci, c'est l'édition spéciale qui contient, donc c'est une réédition normalement donc de 2002, voilà. Une édition, comment dire, alors je ne me trompe pas en disant 2002, je revérifie au niveau de la date, de 90, 2002, non, je me suis pas trompé. Donc les éditions Oriflamme qui avaient intégré à l'intérieur de cette version du livre de base le supplément sur la magie qui s'appelait Merlin. Voilà. Donc elle est dedans, c'est pour ça que je vous montrerai pas dans la revue de la gamme le supplément Merlin à part, puisque il est déjà intégré, comment dire, dans la version. Moi j'avais fait la collection justement au début des années 2000, avant que cela disparaisse et que ça devienne aujourd'hui exorbitant. Voilà, donc celle-ci c'est la traduction de la troisième édition, là où le coffret que je vous ai montré avant c'était donc la deuxième édition. Et donc il y a ensuite, dans les années 2010, la quatrième édition éditée donc par Icar. La cinquième édition n'a pas eu de version française. Et donc aujourd'hui, c'est la sixième édition qui pointe le bout de son nez et qui a déjà, on va dire, montré un avant-goût à travers le kit d'introduction de la sixième qui est disponible gratuitement si vous voulez y jeter un coup d'œil à l'heure, on va dire, où je fais cette vidéo, c'est-à-dire en octobre 2022. Voilà. Donc, que dire de Pendragon ? Comment émuler un genre, on va dire, aussi particulier, factice d'une certaine manière, mais je le dis, on va dire, je le dis pas de manière, en tout cas, oui, enfin, il n'y a pas, on va dire, mal à penser derrière le mot factice. Après tout, quand on fait du jeu de rôle, on sait très bien qu'on joue pour de faux. Hein. Eh ben, à travers un système de jeu qui lui était vraiment propre et complètement unique en son genre, justement pour soutenir harmonieusement et le plus, on va dire, spécifiquement du monde, le genre.
Donc on part du basic role-playing, voilà, donc avec des caractéristiques donc que sont taille, dextérité, force, constitution, apparence. Donc il n'y a pas tout le corpus d'ailleurs de caractéristiques. Ce qui veut donc dire qu'il y a certaines caractéristiques, eh ben, c'est le personnage en fait qui le joue. Donc par exemple son charisme, son intelligence justement, c'est on va dire voilà c'est le personnage en fait qui est, enfin, c'est le joueur qui est censé le jouer. Donc on a en fait que les caractéristiques qui d'une certaine manière ne peuvent pas dépendre justement du joueur qui sont on va dire exprimés justement dans le personnage. Et c'est ça je trouve qui est assez intéressant, c'est qu'on est limité justement les caractéristiques à ce qui définit vraiment le personnage en lui-même, et tout ce qui est on va dire en termes d'interactivité sociale et d'interactivité aussi mentale, on va dire intellectuelle, et ben ça c'est laissé aux joueurs parce qu'il n'y a pas de caractéristiques pour l'exprimer. Par contre, en dehors donc d'exprimer ces caractéristiques-là, on a, on va dire, un système donc de traits de personnalité, de passion, qui sont extrêmement importants et qui font vraiment la différence pour ce qui est en tout cas du genre, puisqu'on donc on va jouer un chevalier, donc on va être gouverné par justement ces traits de personnalité et ces passions qui représentent en fait le code de chevalerie, qui représente ce qu'on attend du chevalier. On attend, on va dire, évidemment, qu'il soit vertueux, qu'il fasse de bonnes actions, qu'il soit en correspondance complète avec le code de chevalerie, donc avec le code de féodalité, donc l'obéissance au seigneur, on va dire la loyauté envers son clan, sa famille, le dévouement évidemment envers sa famille proche, son cercle familial, mais aussi donc sa famille plus ou moins éloignée, et ses passions, c'est-à-dire il va être gouverné par on va dire des très très hautes vertus dans toutes ses actions. Et c'est ça qui va, on va dire, faire la différence, c'est que eh ben, il y aura des jets de dés en fait qui vont justement gouverner tous ces aspects pour indiquer que le jeu, comment dire, est quand même avant tout un jeu moral, un jeu qui va justement émuler, comment dire, toute cette dimension morale du chevalier à travers donc ces traits. Alors qu'on a donc caractéristiques, compétences assez classiques, des points de vie, des compétences donc de combat, donc évidemment de quoi mettre tout cela en pratique écrit. Donc voilà, on a de quoi marquer sur la feuille de personnage son historique, son équipement, et également la gestion du domaine, car le jeu propose vraiment de jouer d'une manière particulière. On joue en chronique, et on joue une chronique en fait où, dans l'idéal, un scénario égale une année, sachant que la quête, parce que donc, le scénario c'est souvent donc une quête évidemment, plus ou moins longue, va laisser place après à ce qu'on appelle donc une phase d'hiver, où donc il y aura la gestion du domaine, mais la gestion familiale aussi. Pensez à faire des descendants pour justement ensuite. C'est un jeu déjà qui avait pensé à l'époque, comme l'avait pensé un petit peu aussi de manière similaire Empire et Dynastie pour un jeu de rôle français. Et ben là, on pense de manière générationnelle, puisque le chevalier, il va probablement devoir penser à sa descendance, parce que il peut lui arriver, on va dire, des choses. Il peut mourir, comment dire, pendant une quête, il peut mourir pendant une bataille, il peut, on va dire, être victime de conspiration, de conjuration, et donc être assassiné, même si, bon, évidemment, ça fait partie du genre, mais voilà, c'est l'archétype même, on va dire, du vilain chevalier, du chevalier noir, hein, n'est-ce pas? Le chevalier noir, il est là. Voilà, j'ai mis mon t-shirt spécial justement pour l'occasion, pour figurer la chose. Eh ben, voilà, il peut être victime il peut rencontrer la mort, tout simplement. Être victime de son funeste destin, comme on dit. Et donc, penser à une succession pour après pouvoir reprendre un autre personnage qui va continuer à perpétuer leur nom et à gouverner, on va dire, le domaine, le fief. Voilà. Qui est donc le bienfait que donne le seigneur en échange de son obéissance. Voilà, c'est le principe, évidemment, du contrat féodal, qui est donc, comme on dit, synagmatique. C'est le terme pour dire que voilà, chacun a des droits et des devoirs dans les deux sens, évidemment. Donc, les traits de personnalité dont je vous parle, donc, qui sont opposés, en fait, voilà, donc ils vont être notés en fait sur 20, et très souvent, donc, quand on commence la partie, la somme des deux fait 20.
Et donc, si on est plutôt de l'un, eh ben, on sera moins de l'autre, sachant que, évidemment, dans le système de jeu, ça se joue avec un D20, c'est pas un système à pourcentage. Eh ben, on doit faire donc en dessous pour réussir le jet en question. Et si on réussit en faisant égal, comment dire, au score, on fait une réussite critique. C'est le principe même aussi pour l'utilisation des compétences. Voilà, c'est pas si on fait 1, c'est bien, on a réussi, mais si on fait comment dire la valeur de sa compétence, bah là en cas d'opposition, on est meilleur comment dire que son adversaire et on a fait une réussite critique. Voilà. Donc ça c'est juste pour le système de jeu, hein. C'est vrai que je devais également en parler, donc j'en profite là-dessus pour dire que le système de résolution en tout cas est très très simple, des 20 en dessous de la caractéristique ou de la compétence ou du trait de personnalité, de la passion, etc. Et si on fait égal au score, on fait une réussite critique. Voilà. Et tout. Après, il n'y a vraiment pas grand chose de plus à savoir. Le diable est un peu plus dans les détails, parce que on a l'impression, quand on le lit comme ça, que c'est un jeu assez simple, mais il n'est pas si simple que ça. Il y a énormément de choses à savoir sur, on va dire, tout l'environnement, l'environnement féodal justement. Donc, je dis pas qu'il faut être doctorant, comment dire, en histoire médiévale, mais avoir quand même quelques connaissances sur le système féodal tel qu'il existait peut permettre de comprendre et de naviguer beaucoup mieux, comment dire, dans le genre. Avoir lu évidemment des œuvres ou vu des films, ça peut aider. Bon, alors, ne pensez pas que vous en apprendrez beaucoup plus sur Pendragon en regardant la série Camelot, même si bon, la série Camelot est assez, comment dire, justement, quoi qu'on en dise, inspiré comment dire d'œuvres justement bien définies sur le mythe et propose une des versions du mythe, parce que je rappelle que le mythe arthurien, le mythe donc des chevaliers de la table ronde, il y a autant de versions que d'auteurs. Hein, faut être clair là-dessus. Et elles existent depuis donc voilà depuis 800 ans. Donc faut faire le tri. Faut savoir comment naviguer là-dedans. Sachez que voilà, il n'y a pas de version définitive. Là, c'est donc plus inspiré d'une œuvre majeure pour ce qui est en tout cas de définir ce qui est la réalité du jeu de rôle. C'est-à-dire là, c'est la mort d'Arthur de Sir Thomas Malory. C'est vraiment l'œuvre majeure et The Once and Future King aussi, le roi du futur et du passé, qui sont les deux œuvres majeures normalement dont le jeu est inspiré. Si mes souvenirs sont bons, vous pourrez me dire comment dire comment dire en commentaire s'il y a d'autres inspirations que vous savez qui font partie aussi de Pendragon. Alors après, je ne vous pourrais que vous conseiller aussi de voir le mythe, comment dire, de différentes manières. Par exemple, Marion Zimmer Bradley pour le cycle des, comment dire, des dames d'Avalon, qui est également très intéressant, et qui permet de voir évidemment le mythe à travers, on va dire, le prisme donc féminin, à travers donc le point de vue des femmes, qui est également aussi très intéressant pour, on va dire, se forger une idée de ce que peut justement être le mythe en fonction évidemment du point de vue et de la version que l'on prend comme on va dire comme effective du mythe. Et donc la différence de point de vue à ce niveau est très très intéressante. Voilà. Ceci dit, ça c'est donc pour les inspirations. Les traits de personnalité, disais-je. Donc, chaste est opposé à luxurieux, énergique à paresseux, indulgent à rancunier, généreux à égoïste, sincère à trompeur, juste à arbitraire, miséricordieux cruel, modeste, fier, pieux, pragmatique, réfléchi, impulsif, sobre, complaisant, confiant, méfiant, valeureux, couard. Voilà, et donc on a des traits qui sont soulignés pour dire que c'est ceux normalement qui sont attendus évidemment de base de la part d'un chevalier, parce que voilà, si on n'est plutôt pas dans cette chose-là, on va dire on va déjà jouer un chevalier qui est à la limite comment dire de la félonie de base, ce qui n'est pas non plus voulu. Hein. Donc oui, en plus, le jeu propose de jouer vraiment de base un chevalier du comté de Salisbury. Bon, après, il y a des suppléments qui permettent d'étendre cela et de jouer donc des chevaliers saxons, des chevaliers comment dire d'autres pays, mais aussi voilà de jouer techniquement. Donc, on peut jouer des Pictes dans ce qui est proposé, des Scandinaves, donc des Saxons comme je le disais. Voilà, on peut jouer vraiment des gens de toute origine et surtout un supplément permet de jouer comment dire un enchanteur type Merlin, voilà,
ou donc une gente dame qui va être, on va dire, qui va avoir donc des pouvoirs de guérisseuse, ou donc qui peut être une fée, donc comme comment dire, une dame, donc une des dames du lac, hein, une des fées, comment dire, qui fait partie de la mythologie. Je rappelle, elle n'est pas toute seule, hein, Viviane. Il y en a quand même d'autres. Euh, donc, eh ben, c'est possible de jouer ce genre de personnage. C'est souvent les rôles, certes, si jamais on avait justement à l'époque, j'y reviendrai sur ce sujet en conclusion, si on avait justement des femmes, des représentantes de la gente féminine qui jouaient à une table de Pendragon, comme techniquement le jeu tel qu'il est proposé ne propose pas de jouer des chevaliers féminins, je tiens à le souligner, c'est le jeu qui ne le propose pas à la base, mais voilà, c'est le genre. C'est justement voilà le problème du genre. Si on veut être en accord, comment dire, là avec le genre littéraire, on n'est même pas dans, on va dire, dans la réalité historique. Dans la réalité historique, il y a eu des femmes chevaliers, c'était extrêmement rare, je tiens à le souligner, mais ça existait, il y a toujours des exceptions à la règle. Et ben là, dans Pendragon, c'est même pas, on n'y pense même pas. Les chevaliers ne sont que des hommes. Et de toute façon, c'était la règle stricto sensu, telle qu'elle existait même historiquement. On ne pouvait pas imaginer, comment dire, qu'une femme puisse choisir le métier des armes. Voilà. Mais elles avaient un rôle extrêmement important, et dans le mythe, elles ont un rôle extrêmement important. Celui d'épouse, de sœur, voilà, c'est elle qui concrètement gère le territoire pendant que son mari, voilà, il est en quête à cheval sur la route. Hein. Bah, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tienne la boutique, comme dirait l'autre. Et donc, on peut évidemment jouer un personnage féminin malgré tout intéressant et impliqué, qui certes va être assez caricatural, parce que ça va être voilà, la gendarme pieuse qui file sa quenouille, comme dirait l'autre, et qui donc va soigner les blessures du chevalier, qui va donc voilà, par sa douceur, par sa candeur, par son charisme, essayer donc de démêler les situations de manière beaucoup plus, on va dire, douce, et voilà, c'est autre chose. Et donc, possibilité également donc de jouer une fée, une enchanteresse, hein, donc une, une dame qui va donc, elle, avoir son rôle. Alors certes, ça peut paraître simplificateur, de nos jours, ça peut paraître être cantonné, comment dire, on va dire, les personnages féminins à un rôle précis, mais dans le genre, je suis désolé, c'est comme ça. C'est, voilà. Alors, certains, j'en avais déjà beaucoup parlé, comment dire, à l'époque. Voilà, il y avait on va dire, les partisans en tant que maître du jeu à Pendragon. C'est est-ce que toi t'acceptes les chevaliers féminins ou pas. Il y avait chacun en fait avait déjà son idée sur la question. La plupart des gens que j'ai rencontrés, c'était niette. C'est pas dans le genre, pas de chevalier féminin. Même si techniquement, les règles ne l'empêchent pas. Donc après, c'était un choix personnel. Soit on est vraiment dans le genre et on peut dans ce cas-là voir d'autres choses. Et réfléchir à d'autres choses. Je sais que en tant que, on va dire, membre, enfin du royaume de l'ogre, c'était non, mais ils acceptaient qu'il y ait des personnages féminins guerriers qui puissent tenir les armes dans les autres peuples, chez les Saxons et les Pictes, ce qui techniquement, ou chez les Scandinaves, ce qui techniquement était déjà alors, rare aussi, mais qui était beaucoup plus acceptable dans le genre. Voilà, acceptable entre guillemets. Je vous rappelle qu'on est dans un genre fictif, hein, voilà, qui décrit une réalité littéraire. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc, les traits de personnalité, les passions. Donc les passions, ça va fonctionner de la même manière. Système de passion d'ailleurs qui a été repris, j'en ai parlé dans le système de RunQuest, la dernière édition. Donc aventure anglo-rentable. Donc là on aura la loyauté, l'amour envers la famille, l'hospitalité, l'honneur et la haine. Donc souvent on a haine des Saxons. Bah oui, les Saxons c'est nos ennemis, on va dire héréditaires, d'une certaine manière. Donc on commence avec cela. Voilà. Et donc au niveau aussi du sujet religieux, eh ben, il y a le paganisme qui évidemment s'oppose au christianisme. À l'époque, donc le pays est en pleine christianisation. À savoir que on imagine dans Pendragon qu'en fait on est dans une parenthèse merveilleuse qui dure à peu près une centaine d'années, donc de 485 jusqu'à 565 si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être à peu près ça les dates. Je vais vous redire ça. Et où c'est là, là.
La 5e édition, oui c'est ça. Euh, Alors, la 5e édition, oui, donc c'est de 485, voilà, du règne du Terre Pendragon, jusqu'à donc 565. Voilà. J'avais- C'était ça, il fallait que je reprenne mes notes parce que c'est des dates, on va dire, qui sont très, très spécifiques aux jeux, qui n'ont pas de signification particulière en termes historiques. Donc voilà. Donc on est dans une parenthèse merveilleuse d'une Bretagne, on va dire, quelque peu légendaire, où donc le merveilleux côtoie justement la réalité historique, sachant que la réalité historique c'était celle de chefs de clan plus ou moins auxiliaires de l'Empire romain, qui concrètement étaient des barbares un peu mal dégrossis, qui voilà, dînaient comment dire, autour d'un chaudron. C'est ce qui a donné comment dire, le mythe de la table ronde, hein. Au départ la table ronde, hein, c'était juste un chaudron dans lequel ils allaient piocher leur bidoche, hein. Faut être clair là-dessus. Voilà. Ça déjà ça démystifie quelque peu le mythe. Et voilà, et donc un chef de guerre qui avait été appointé par le, comment dire, le pouvoir romain, a fini en fait par se hisser au rang de roi. Voilà. Ce qui se rapproche assez de la version justement de la série Camelot, hein. Voilà, le Dux Bellorum qui est devenu après. Voilà. Donc, quelque part, y avait quand même, on va dire, quelque chose de tout à fait pertinent, alors que pourtant, voilà, Camelot, on pense que c'est une série comique. Mais non, il y a une logique. Une logique qui est pas idiote du tout, même d'ailleurs, de la part d'Alexandre Astier dans l'écriture de la série. Donc, on a ces traits-là qui sont extrêmement importants pour définir le personnage, en plus de ses compétences et de ses caractéristiques. Et on a donc, bon, ça sera dans un supplément que je vais vous montrer dans un instant, comment dire justement, les règles de gestion du domaine. Et donc, qui permettent de faire ce qu'on appelle la phase d'hiver, donc de gérer voilà, les ressources, la descendance, etc. S'ils guérissent leurs blessures, s'ils meurent aussi, et voilà, et que donc il y a une crise au niveau du domaine, excusez-moi, pour justement gérer la succession. Voilà. Donc là, j'ai fait à peu près le tour. Ah, comme d'habitude, le bleu, ça fout en l'air la chronométrie, enfin bon, bref, les couleurs au niveau de la caméra, génial. Et ben, je vais maintenant pouvoir passer, vu que j'ai fait à peu près le tour des spécificités techniques, j'en reparlerai peut-être pendant que je vous montrerai la gamme, donc présenter, on va dire, tous les ouvrages des gammes, en particulier celle de la gamme Oriflamme. Alors, le fameux coffret tant décrié, donc qui date de 86. Donc à l'intérieur, il y avait 2 livrets, donc un livret du joueur et un livret du MJ. Alors, le livret du MJ, il est vraiment peau de chagrin. Alors, le système de jeu était décrit de manière assez, on va dire, squelettique, lacunaire, et pas vraiment bien organisé. Techniquement, donc, ouais, s'il y avait quand même la description dans le livre du MJ qui était vraiment, vraiment succinct, des différentes grandes phases de l'intrigue, hein, voilà. Donc des grandes phases de la période justement en question. Il y avait quand même un bestiaire assez familique, hein, quand même, faut le reconnaître. Bref, je sais pas les gens qui ont réussi à jouer avec ça à l'époque. Parlez-moi-en si vous. Mais ça devait pas quand même être facile. En plus, voilà, la qualité des livres, même de l'impression, était pas extraordinaire. Mais bon, c'est un objet de collection, on va dire, que je garde comme tel. Alors moi, il y avait un écran. Moi, je trouve que, voilà, au-delà du fait que je trouvais l'écran, moi, plutôt on va dire, inspirant en termes artistiques, hein. Après, il y en a qui pourront trouver ça moche. Artistiquement parlant, il y avait de l'idée. Et au moins, il y avait un écran. Ce qui est déjà pas mal. Il y avait également donc les blasons. Donc l'héraldique, très importante, hein, évidemment, dans Pendragon. Donc vous avez évidemment toutes les règles qui sont dans le bouquin pour créer votre propre blason, vos propres armoiries, comme on dit. Voilà, avec les règles donc d'héraldique pour le faire.
il y avait le bloc de feuilles de personnages. Donc voilà, les traits de personnalité y étaient déjà, les compétences, tout ça existait déjà. Le système a très très peu changé hein, entre les éditions. Ça a juste été augmenté et précisé. Il y avait une grande carte donc justement du royaume de l'ogre. Donc c'est le royaume de l'ogre qui est une partie évidemment de la Bretagne. Donc voilà, encore la colorimétrie qui est foutue en l'air par le bleu. Et donc voilà, tous les blasons évidemment des grands chevaliers de la table ronde qui sont autour. Bon, la carte était quand même plutôt pas mal, hein. Ça au moins il avait le mérite. Et dedans donc il y avait un stylo qui sert à rien, qui était d'une mochitude abyssale, et donc des dés pour pouvoir jouer, puisque donc il y a le D20 pour on va dire pour la résolution des actions, et des D6. Donc c'est des petits D6 blancs hein, comme ceci, qui eux étaient donc pour tirer les caractéristiques et les dégâts. Les dégâts étaient exprimés en D6. C'est-à-dire qu'il y avait une base de D6 en fonction évidemment d'un calcul qui était dû à, donc je crois que c'est la taille et la force. Et après il y avait des modificateurs qui étaient dus à l'arme que vous utilisiez. Voilà. Donc un coffret, voilà, si vraiment vous voulez l'avoir pour la collecte, tant mieux. Moi je l'ai acheté on va dire à l'époque où il était pas encore trop cher. En plus là il est complet hein. Je crois que j'ai pas, non il y avait tout hein, dans celui-ci. Ouais, il était complet. Par contre maintenant il vaut une fortune et franchement ça n'en vaut pas la peine. Si vous voulez vous faire la collection, plutôt préférez la gamme que je vais vous montrer, qui est celle donc d'Oriflamme, qui elle maintenant vaut aussi un rein, voire même les deux. Alors le bouquin de base, comme je vous le disais, 288 pages, donc avec le supplément Merlin inclus. Donc ça c'est la version de 2002. Hein. Il y a une version 3ème édition qui date de 92, la première. C'était des bouquins vraiment de très très bonne qualité. Voilà, c'est la même qualité, comment dire, que Hawkmoon, on va dire à l'époque aussi RunQuest justement chez Oriflamme, qui était vraiment voilà, il y avait les boîtes c'était pas voilà, mais il y avait les bouquins, comment dire, couverture dure comme ceci, qui sont vraiment des bouquins de super qualité. Donc dedans on avait tout ce qu'il fallait savoir, donc la création de personnages, la famille, la gloire et ambition, le système de jeu, les idéaux et passions, le pays dont on vient, donc là dans les règles de base le comté de Salisbury, la fortune, les devoirs du chevalier, le comment dire le supplément Merlin inclus, donc avec la création d'un magicien, la magie et les féeries, chose qui normalement dans le livre de base était laissée un petit peu au second plan, hein. La magie, le côté magique était très lointain, les chevaliers n'avaient qu'une vision très superficielle du monde magique. Ils le côtoyaient, mais on va dire sans vraiment, on va dire, le comprendre. Et le but était évidemment de garder une aura de mystère. Donc si vous utilisez le supplément magie, le côté magique va évidemment perdre en mystère, puisque il va être quantifié en termes de jeu, donc il va perdre un peu de sa superbe. Après ça c'est votre on va dire choix. Vous faites un choix en tant que MJ d'inclure du côté des PJ une dimension, on va dire, qui normalement devrait rester plutôt on va dire mystérieuse. Là, un petit chapitre sur la Bretagne enchantée, et donc page 242, il y a une feuille spécifique, donc la feuille justement pour les magiciens et les fées. 242, ah non, c'est juste la description, je croyais qu'il y avait une feuille spécifique, mais non, c'est donc voilà les différents types de personnages, donc enchanteresse, enchanteur, ermite, prêtre chrétien, puisque évidemment il y a les dimensions également aussi des miracles, entre guillemets, hein, donc des miracles de la foi chrétienne. Une nonne chrétienne et la sorcière païenne. Voilà, c'est les archétypes qui existent. Après, donc, il y a les scénarios. On est invité évidemment à avoir des phases de scénario solo hein, avec ce jeu. Un scénario d'introduction qui est, on va dire, un tournoi assez classique, une chasse. Voilà, les journées d'entraînement. Donc, c'est un peu comme une sorte de tutoriel hein, dans le livre de base en tout cas. C'est le tutoriel du chevalier. C'est voilà, le chevalier il part à l'entraînement, le chevalier il fait une chasse, et donc en fait c'est le but c'est de faire adouber vos chevaliers en jeu. Voilà, et donc on peut évidemment aussi faire un scénario de tournoi pour on va dire faire une sorte de tutoriel complet on va dire pour les
comment dire, pour introduire les gens dans l'univers donc de Pendragon. Les aventures courtes, donc il y a des idées de comment dire d'aventure et donc un bestiaire pour terminer. Donc c'est sobre, hein, c'est en version voilà, il y a quand même d'assez belles illustrations hein, à l'intérieur. Voilà, les cartes évidemment sont en noir et blanc, mais il y avait une carte où était, ah oui je l'ai mise avec l'écran, il y avait une carte qui était encartée, donc qui est encore mieux comment dire que celle du, on va dire de la deuxième édition Oriflamme. Alors avec l'écran, donc je le disais, il y a la carte, voilà, qui est à peu près la même, hein, on est à peu près là-dedans. Ah, juste, oh, je suis presque en panne de batterie. Voilà. Et donc, voici donc la carte encore de la Bretagne. Assez similaire, mais bon, voilà. On reste sur les mêmes, les mêmes, on va dire, normes de cartographie. Donc ça, c'était dans le livre de base. Et donc, pour ce qui est de l'écran, donc qui est un bien bel écran, qui était très inspirant en tout cas, il était assez réussi, cet écran français. Donc avec évidemment toutes les tables de l'autre côté. Bon, il n'y a pas besoin d'énormément de choses pour maîtriser Pendragon, hein. C'est un jeu assez fluide, voilà, donc on a la table des prix, le système de bataille, si vraiment on a besoin, qui est sur deux volets quand même hein, pour avoir le système de bataille, donc c'est presque quasiment toutes les règles qui sont résumées, etc., etc. Donc les gains de gloire, puisque évidemment les chevaliers en fonction de leurs actes vont gagner des points de gloire. C'est ça qui va déterminer leur rang, comment dire, en tant que chevalier. Hein. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler quand j'ai fait. Mais vraiment, le système des traits de passion, traits de personnalité et passion est le plus important. Le roi oublié, un scénario donc, qui était normalement de création française, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est pas une traduction. C'est un. Oui, c'est ça. C'est un scénario d'ailleurs de Pierre Pével. Comme quoi, c'était quand même pas rien hein, quand on connaît maintenant. L'aura du monsieur. Oui, il a travaillé, comme je l'avais dit, hein, plusieurs fois en live. Il a participé quand même à pas mal de gammes rôlistes, enfin de gammes de jeux que l'on connaît, et en particulier Pendragon aussi. Et je l'avais oublié. Alors, il y avait eu donc ça, donc celui-ci, comme je disais, c'était donc 92. Des suppléments plus récents. Donc celui-ci datait donc de 2000. C'est Chevalier, donc c'est un livret d'introduction en fait pour jouer justement à Pendragon, qui était donc paru hein, à l'époque. D'ailleurs, c'était chez Green Knights, hein, donc on n'était plus, on était plus, comment dire, ah si, c'est encore Green Knights, même pour le premier. C'est vrai que le Pendragon était édité, comment dire, par une autre, par une autre société d'édition. Après donc que ça a été évidemment au départ publié par Chaosium. Mais à partir donc ça doit être de la quatrième édition je pense. Je crois que c'est Green Knights qui a repris le flambeau. Mais là j'avoue que sur ce point là je ne suis pas on va dire un spécialiste on va dire au niveau de les affaires on va dire de publication des jeux de Greg Stafford. C'était assez chaotique, c'est le cas de le dire, entre Chaosium et puis ses propres, ne serait-ce que déjà pour RunQuest, ça a été un peu un peu la valse au niveau des droits donc c'était assez dur à suivre. Donc vous avez un petit livret, enfin un livret d'introduction donc d'une soixantaine de pages qui vous permet donc d'avoir les règles de base. C'est vraiment à destination, c'est un livret à destination des joueurs en fait, hein, pour pouvoir donc créer leur personnage, créer leur blason justement, avec les règles évidemment de partition comme on dit. Voilà, les règles de création de personnages. Donc il y a tout ça. Donc ça c'est vraiment un livret du joueur qu'on pouvait avoir voilà, pour 16€. C'était pas bien cher. Et c'était comment dire plutôt intéressant de pouvoir justement commencer comment dire le jeu comment dire avec un petit livret qui était à destination des joueurs. Bon, à couverture souple par contre. Alors après on est dans les gros comment dire suppléments majeurs. Il y en a deux. Donc le premier c'est Chevalier Aventureux qui donne évidemment alors celui-ci Chevalier Aventureux il est donc de 90.
90 ah ouais, janvier 90, bizarre. Il me paraît, comment dire, assez. Ah oui, c'est 90. Hein, alors pourtant, pour l'édition, elle doit être quand même. Le livre de base est sorti avant, en théorie. Euh, ouais, si, le livre de base, comment dire, que je vous ai présenté, lui, il date de 90, donc il doit être à peu près sorti, on va dire, dans ces années-là. Mais là, donc il y a eu peut-être une réimpression en 92. C'est peut-être ça. Parce que bon, il y a eu quand même pas mal de rééditions, hein, parce que moi, en tout cas, je l'ai vu. Copyright 92, hein, j'ai pas rêvé. Ah non, 90, non, j'ai dit des bêtises. Et après 94 pour le supplément Merlin. Voilà, c'est ça. Et donc 2002 pour cette édition. Non, non, j'ai pas dit de bêtises en fait. C'est juste les problèmes d'édition et de réédition. Donc un supplément de règles quasiment, on va dire, indispensable, puisque dedans vous allez avoir plein de points justement de règles qui ne tenaient pas dans le livre de base qui vont être euh, qui vont vous être donnés. Bon, au fur des éditions, certains suppléments, il va y avoir des détails, comment dire, qui vont être rajoutés évidemment dans le livre de base. Ça arrive assez souvent. Donc le système de création de personnages avancé, donc pour que vous puissiez faire des chevaliers qui ne viennent pas que de la région de Salisbury. La description donc des différentes terres justement du royaume de l'ogre, les différents peuples, donc les Kimri, les Français, les Occitans, les Irlandais, les Pictes, les Romains, les Saxons, voilà, les ambitions, les femmes et donc leur rôle traditionnel, voilà, donc il y a déjà, comment dire, là-dedans, on va dire, un chapitre, petit chapitre, sur justement comment jouer des femmes et quel est le rôle des femmes, comment dire, dans la société donc du jeu en dragon. Le problème de la religion, la fortune, les grands événements, la magie, justement, voilà, et résumé de création de personnages. Donc c'est un supplément de règles qui est quand même assez cosbar, hein. Il y a quand même 160, un peu plus de 160 pages, une feuille de personnage revue et corrigée pour permettre justement de faire des chevaliers plus, on va dire, enfin avec un choix moins étroit que dans le livre de base. Ce qui veut dire donc que même si vous avez un livre de base un peu plus récent, le supplément vous reste quand même intéressant, ne serait-ce que pour les données, on va dire, en termes de background d'organisation sociale en particulier, qu'il peut donner en plus des règles. Voilà. Après, deuxième supplément indispensable, là vraiment, supplément dit de luxe encore, hein, couverture dure, donc l'enfant roi, qui décrit purement et simplement toute la campagne. C'était quand même 210 francs hein, à l'époque. Donc on a les différentes périodes justement donc du règne d'Uther jusqu'à donc la fameuse bataille qui va sceller comment dire le destin du royaume de l'ogre, fermer la parenthèse et sceller on va dire la mort donc du roi Arthur et son départ donc pour Avalon. Donc voilà, juste après la fameuse bataille dont je ne me souviens plus du nom. C'est quand même la mémoire me joue des tours de temps en temps. Ça va me revenir ou alors je prends tout simplement mes notes pour pouvoir m'en souvenir parce que je triche odieusement. Voilà la bataille de Camlan. Pourtant je le savais. Hein. C'est dingue hein, quand même comme la vieillesse peut nous jouer des tours. Donc voilà, tout est décrit. Donc là en fait, vous avez un livret campagne. C'est pas détaillé, c'est pas on va dire mis en prêt à jouer, mais vous avez tout quand même pour jouer toute la période. Dans la mesure où, comme je vous le disais, le rythme normalement c'est une grosse quête, un gros scénario et une phase donc d'hiver par an. Donc on joue année par année. Et chaque grosse séance de jeu correspond à une année de jeu. Voilà, avec donc le gros scénario et après probablement une phase de groupe ou solo pour gérer comment dire le domaine. Là, vous avez tout pour jouer ça, donc vous avez techniquement voilà, quasiment 80 séances de jeu, quoi. Donc de jouer vraiment la très très grosse campagne. À savoir qu'évidemment, en 80 ans, vous aurez déjà au moins changé 2 fois de personnage, donc ce sera votre petit-fils qui va jouer la fin de la campagne. Mais ça peut être très intéressant hein, de commencer la campagne sous le règne d'Uther Pendragon, le bien mal nommé, qui donc voilà la tyrannie, la guerre, voilà la stabilisation, on va dire sous une forme assez voilà la période on va dire d'incertitude en attendant comment dire l'avènement justement d'Arthur,
Voilà, la construction de Camelot, la cour, donc voilà, la table ronde, la quête du Graal, et donc les événements qui finissent, on va dire, la période avec voilà, la fameuse bataille, voilà, le combat, comment dire, de de Arthur contre Mordred, etc. Enfin bref, vous connaissez à peu près les grandes lignes, même si donc il y a pas mal de versions de l'histoire. Il y en a quand même, on va dire, les grandes lignes restent à peu près les mêmes. Voilà. Alors après, supplément à couverture souple, il y en a eu quand même quelques-uns. Donc le premier d'entre eux, Noblesse oblige. Donc c'est là-dedans qu'il y a les règles pour gérer le fief, justement. Donc là, on est en 112 pages avec donc la feuille de fief. Voilà. Donc on décrit évidemment enfin on peut mettre toutes les données relatives évidemment à la gestion du fief. Donc voilà, là c'est vraiment si vous voulez rentrer dans le détail avec des exemples, voilà, un sujet sur l'héraldique encore pour approfondir le sujet, la défense, donc tout ce qui est du domaine de la polyurcétique, donc voilà, du siège, n'est-ce pas? C'est un terme encore barbare pour dire que concrètement on utilise des techniques de guerre bien spécifiques et des machines de guerre bien spécifiques pour mener un siège contre une forteresse ou contre un château. Euh, les rangs de noblesse, voilà, vraiment toutes les descriptions nécessaires pour la gestion du fief, et le siège en faisant partie. Donc voilà, ça c'est un supplément. Donc noblesse oblige, celui-ci est sorti 98. Un des derniers suppléments qui est sorti dans la gamme. Au-delà des murs, oui, je les fais dans l'ordre où je les ai rangés. Ils ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique, mais j'ai une manière de ranger mes bouquins qui est un peu particulière. Donc là, supplément qui est sorti donc en 95. Donc là, purement et simplement, derrière le mur d'Adrien. Voilà, donc on est vraiment dans les terres pictes, où donc on va avoir la possibilité de combattre les pictes ou même de jouer des pictes. Il y a la possibilité de créer des personnages pictes, c'est prévu dans les règles. Voilà, ou alors de tenir une forteresse à la frontière pour éviter que les Pictes ne débarquent, chez nous, ou les vilains barbares. Parce que oui, évidemment, on se défend contre les barbares du Nord, et donc là, c'est vraiment les barbares du Nord. Mais par contre, il y a toutes les règles vraiment très intéressantes sur la religion picte, vraiment les spécificités donc, de la civilisation picte sont très très intéressantes et très bien décrites. Là, on rentre dans quelque chose quand même qui est un peu plus historique. On est moins, comment dire, dans le mythe arthurien, stricto sensu. On développe vraiment une dimension qui est plus proche, comment dire, de justement voilà, de l'idée en tout cas historique qu'on pouvait se faire du peuple. Bon, évidemment, à usage du jeu de rôle, donc c'est jamais parfait. Mais malgré tout, il y a de la base historique. Voilà, la fameuse carte de la Calédonie, puisque je vous rappelle que ça s'appelle la Calédonie, l'Écosse à l'époque. Les montagnes sauvages. Voilà, donc supplément, là, celui-ci qui date qui date donc de 91, celui-ci. Donc là, nous avons la description donc, du pays de Galles, la description complète et son organisation politique, et 5 aventures. Voilà. Donc là, c'est le pays de Galles, tout simplement, qui est décrit donc quand même de manière assez exhaustive. C'est normal, c'est quand même un endroit assez important donc de la campagne. Voilà, avec une carte. Alors là, la carte, je la trouve pas super lisible, avec ses dégradés de noir. C'est des dégradés de noir. C'est pas super, voilà. Mais bon, en y regardant d'un peu plus près, alors là, c'est vrai que j'avais oublié, mais c'est un peu ratage là au niveau cartographie. C'est un peu illisible. Voilà. Donc, vous voyez, ça se voit d'entrée. Donc, et plein d'aventures en tout cas pour jouer dans le pays de Galles, donc de l'époque du roi Arthur. C'est quand même, voilà, c'est 5 scénarios, oui c'est ça. 5 scénarios, oui. Voilà, donc ça c'est pour centrer sa campagne au niveau de cette région. Terre des géants. Alors Terre des géants,
C'est un supplément lui de 96 qui donc qui décrit donc les royaumes scandinaves, donc avec la possibilité évidemment de jouer des personnages de près ou de loin, de jouer des personnages scandinaves si vous en avez la possibilité. Alors c'est laissé, mais bon, est-ce que c'est vraiment, on va dire, dans l'esprit du jeu? Ça, c'est à vous mais bon, techniquement, avec les données qui sont là-dedans, vous pouvez créer des personnages scandinaves. Ça doit quand même plutôt rester quelque chose, comment dire, de vraiment spécifique. Parce que là, on sort vraiment du genre, hein. Même, voilà, on peut créer aussi des personnages magiciens. Voilà, avec des descriptions vraiment des différentes cultures. Parce que même chez les Scandinaves, hein, il y a des cultures assez différentes. Des illustrations qui sont plutôt pas mal, voilà. La description donc de la tulée, hein, puisque ça s'appelle la tulée, des PNJ, un bestiaire spécifique, et donc une grosse aventure, donc l'aventure du hall de Hodgar. Hortgar. Là, on est dans des prononciations qui sont un peu compliquées. Et il y a un deuxième scénario qui s'appelle l'aventure donc, du dragon du tertre. Voilà. Donc deux gros scénarios. Donc on peut faire découvrir en fait justement les terres scandinaves à des chevaliers, on va dire du royaume de l'ogre, avec donc aussi les feuilles de personnages spécifiques, les aides de jeu à la fin des scénarios, voilà, et les feuilles spécifiques pour jouer un personnage scandinave. Donc pareil, ça c'est une option. Donc c'est là les suppléments, comment dire que ces trois là quoi, voilà, c'est supplément scénario et option. Hein. Noblesse oblige est vraiment super utile. L'enfant roi et chevalier aventure. Donc en fait, ça fait vraiment trois suppléments. Ces trois-là que je vous ai présentés en premier, qui sont vraiment indispensables, je pense, pour jouer dignement à Pendragon. Le reste après, si vous avez ne serait-ce que l'enfant roi, vous avez votre campagne qui est déjà dessinée. Si vous avez besoin de scénarios, c'est très facile d'en trouver sur le net, des scénarios intéressants en plus. Il y en a vraiment qui font des scénarios extraordinaires. Et un supplément encore qui n'est pas indispensable mais qui est quand même utile, Saxon, donc là qui vous offre évidemment tous les détails sur la civilisation saxonne, avec création de personnages saxons possibles, donc à savoir que c'est les grands ennemis quand même, les grands envahisseurs du royaume de Log, donc ça va être un peu compliqué de les jouer comme PJ. Bon, après c'est possible hein, parce que voilà il y a des possibilités en tout cas de se comment ça s'appelle de faire on va dire des personnages un peu particuliers. Voilà. Il y a une carte d'ailleurs qui est à la fin, qui était encartée dedans, que j'ai jamais dépliée, parce que j'ai un peu trop peur de ficher en l'air le bouquin. Voilà. Donc vraiment, si vous avez voilà, les règles sur les raids, en plus, puisque bon, les Saxons évidemment étaient des vilains barbares, donc ils faisaient des raids. Ouh là là, où c'est vil. Donc ouais, on a une vision quand même assez comme le mythe comme le mythe on va dire un peu littéraire, un peu caricatural justement du saxon, comme l'ennemi, le barbare, on va dire, qui vient pour envahir. Mais bon, c'est vraiment l'esprit. Hein. Je me rappelle quand même qu'en 5e, 6e siècle, on est dans les pré-invasions barbares. Hein. Bon, les Francs ont déjà comment dire, envahi comment dire, le continent. Donc on est quand même déjà dans les prémices après des grandes invasions barbares du 8e, 9e siècle. Hein. Les Saxons, eux, avaient déjà commencé bien avant. Donc, voilà, les spécificités, comment dire, donc, des Saxons, les nouvelles règles. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de scénario, si je ne dis pas de bêtises. Il y a des idées quand même visiblement d'aventure. Dans les chapitres 5 et 6, visiblement, pour vivre donc des batailles, la bataille de Badon. Et donc, et s'il y a 3 mini-aventures, visiblement, voilà, qui s'appellent Estigas, où on peut jouer donc probablement du côté saxon. Mais c'est pas indispensable. De toute façon, voilà, le saxon dans l'esprit du jeu, ça reste quand même, et ça doit rester un antagoniste. Enfin, c'est mon avis. Après, on peut justement faire varier les plaisirs en justement faisant des joueurs en les faisant jouer les pires ennemis. C'est voilà, mais c'est une autre dimension encore. C'est comme jouer des Scandinaves ou jouer des Pictes, hein, c'est pareil.
C'est quand même assez particulier. Donc après, on a eu une donc édition donc de la 5, c'est la 5e édition. J'avais dit 4e, en fait c'est bel et bien la 5e. Mais elle coule pas pour ce petit lapsus, mais c'est bien la 5e, hein, j'ai pas dit de bêtises. Ouais, si, c'est la 5e édition. Donc qui date de 2012, celle-ci, donc aux éditions Icar, qui avait fait un bouquin, moi je trouve en tout cas d'assez bonne qualité. Cette édition-là n'est pas aimée par les spécialistes, on va dire, de Pendragon. Voilà, moi je trouve qu'elle est tout à fait digne. Si vous arrivez à la retrouver, elle sera peut-être sûrement un peu moins chère que l'édition Oriflamme, qui est très recherchée, elle par contre. Et vous avez un jeu qui est complètement similaire. Alors c'est sûr, la mise en page est un peu différente. C'est moins classieux quand même que celle d'avant. Bon, il y a quand même des illustrations qui vont du pas terrible au plutôt bien. Hein, faut quand même le reconnaître. Mais vous avez à peu près la même chose. Hein. Vous avez, voilà, c'est juste une revue et corrigée de la 3e édition. On va savoir que la 4e édition, normalement, c'était justement la 3e édition avec le supplément Merlin, hein, si mes souvenirs sont bons. Ça revenait à peu près à ça. Donc là, et en plus, il est quelque peu complet. Hein. On a déjà, avec le livre de base, qui est en quasiment 300 pages, pas mal de données justement des précédentes éditions qui ont été remises dedans. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Bon, alors après, je ne sais pas si elle est facilement, on va dire, accessible en termes de nombre de copies sur le marché, mais elle doit être quand même moins chère que l'édition Oriflamme qui, elle, est vraiment, comme je vous disais, assez recherchée. Alors, dans la gamme, parce que la gamme avait été quand même assez fournie hein, chez Pendragon version... donc il y avait eu un écran. Voilà, donc l'écran... je le trouve pas non plus d'une laideur repoussante, mais bon, moi je le trouve moins classieux que l'écran, comment dire, de notre 3e édition. Avec les tableaux, donc voilà. C'est en noir sur blanc, moi ça ne me dérange pas, mais bon, certains pourront ne pas aimer, hein, c'est une vue de l'esprit. Il y avait avec donc un livre, non ça c'est un supplément qui était en plus. Il y avait avec, disais-je, les feuilles de personnages avec l'écran et une carte du royaume. Voilà. Qui, voilà, je l'aime moins celle-là, mais bon, elle a au moins le mérite d'être utilisable, effective. Voilà, on va dire ça. Et donc oui, j'avais mis dedans un livret, le fameux livre des aventures, qui est donc qui était normalement un supplément vendu à part. Je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est avec l'écran. Je dis pas de bêtises. C'est pour ça que je l'avais mis dans le pack avec l'écran. Donc il y avait, en plus donc, de l'écran, des feuilles de perso, de la carte, il y avait donc aussi donc, un livre de scénario. Donc avec, pour scénario, donc la mariée cambrienne, et de 1. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Parce que j'ai pas vu de sommaire. Une voix maudite, ça fait 2. Les derniers jours d'Althorn, ça fait 3. J'en loupe pas. L'abondant fils aîné, ça fait 4. Et je crois que voilà, c'est tout. Ça fait 4 scénarios. C'est une campagne complète, visiblement en 3 scénarios. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être la description du contexte au début et après donc les 3 scénarios en question. Et ils disent 3 scénarios sur la description. J'avoue là c'est une gamme que je connais moins. J'ai fait la gamme parce que je voulais pas... Franchement comme j'aimais beaucoup quand même Pendragon à l'époque. Mais voilà, je restais sur ma version Oriflamme. Mais celle-ci quand même j'avais fait la gamme parce que j'aimais beaucoup quand même ce que faisaient les éditions Icar à l'époque. Donc je les avais... j'avais fait toute la gamme de cette édition. Donc la grande campagne, donc là c'est la reprise d'une certaine manière du supplément l'enfant roi, avec donc des règles additionnelles sur les sièges et les tournois, la période de l'anarchie, les forêts sauvages, l'avènement d'Arthur, les Terghast, les conquêtes détaillées, etc. Donc vous avez toute la campagne en fait qui est de nouveau décrite. Donc c'est la table ronde volume 1. Donc voilà, il y a
Là, c'est vraiment le côté uniquement description détaillée de la chronologie de la campagne. Donc si vraiment vous voulez vous y mettre, ce supplément-là, voilà. L'enfant roi, autant, voilà, il y a, on va dire, le tout. Là, pour, comment dire, pour, on va dire ça, il y a également le tome des personnages, hein, qui va avec, je vais vous décrire après, où il y a les caracs en fait de tous les grands PNJ justement de la campagne. Là, il n'y a que la chronologie et les règles additionnelles pour jouer justement la grande campagne qui est allée donc, sur 80 ans. Après, donc, le tome des personnages, comme je vous le disais. Donc là, on a 60 pages avec c'est que des feuilles de personnages. Alors, le rendu, comment dire, des feuilles de personnages est pas top, mais on a quand même au moins toutes les caracs de tous les personnages importants en version donc jeune, vieux, hein, en fonction comment dire, de la période, avec les caracs revus et corrigés, les portraits des personnages du coup jeunes et vieux aussi. C'est plutôt pas mal, voilà. Mais je trouve que le rendu, comment dire, est vraiment sombre au niveau de l'édition. C'est un peu dommage. Et après, on a les fameuses chroniques de Pendragon. Donc saison 1, saison 2. Donc là, c'est purement et simplement des recueils de scénarios pour pouvoir jouer. Alors je crois qu'il y en avait eu. Il y en a eu que deux, hein, normalement. Il y a eu d'autres scénarios. Parce que ils ont été Alors, si mes souvenirs sont bons, il y avait, comment dire, les scénarios ont été édités de manière électronique à la base et après ils ont fait des recueils. Voilà, ça doit être ça. Ça date déjà d'une dizaine d'années, hein. Donc je n'ai plus un souvenir assez précis, comment dire, de la chose. Et donc en fait on a donc deux recueils qui présentent en fait les scénarios qui étaient parus à l'époque, avec donc au niveau de date, donc c'était une vingtaine d'euros, et les chroniques en question. Est-ce que j'ai une date chronique de Pendragon saison 1 saison 2? Ouais, c'est 2013 et 2015. Voilà. Donc ça fait combien de scénarios? Je revois le sommaire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 scénarios dans le premier, année par année, hein. Donc de 486 jusqu'à 492. Et donc deuxième tome, qui est probablement la suite, de 494 à 507. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 scénarios supplémentaires. Donc ça fait 14 scénarios. Donc si vraiment vous êtes, je dirais, pas sûr de vous, avec le supplément La Grande Campagne, donc et avec le supplément sur les personnages, le tome des personnages en additionnel, pour avoir les caractéristiques des grands PNJ, alors vous avez ça à faire jouer, 14 scénarios qui vous font déjà, on va dire, une bonne partie de la période. Voilà. Après, un gros supplément donc, qui s'appelle donc La Rose et l'Épée, avec des règles avancées donc, sur les créations de chevaliers, la possibilité de concevoir donc, des chevaliers originaires d'Europe, les compétences culturelles uniques, les ajustements et précisions de règles du jeu, et un scénario complet inédit à la création française. Voilà, donc le scénario inédit, où est-il? Le scénario, donc les Rédempteurs. Voilà. Et donc c'est supplément de règles qui est à peu près équivalent à Chevalier Aventureux, de près ou de loin, hein, voilà, avec une couverture que je trouve plutôt pas mal. Elle est plutôt. C'est vrai que le côté esthétique de cette édition n'a pas satisfait tout le monde, mais bon, voilà. Là donc on est plus tourné vers les chevaliers donc européens, hein, donc aux possibilités de créer donc des chevaliers. Des personnages continentaux, byzantins, danois, francs, germains, ibères, italiens, occitans, Zazamanque et personnages féeriques. Donc c'est l'équivalent, mais pour cette édition-là, donc comme je disais, de Chevalier Aventureux. Sauf que Chevalier Aventureux, c'était quand même un peu plus centré quand même sur le royaume de l'ogre et les régions alentours. Là, on est plus, on va dire, extension sur l'Europe. Et enfin, l'un des derniers suppléments qui était sorti à l'époque pour la chose, donc Fief et Manoir, qui est l'équivalent de Noblesse Oblige sur la gestion du domaine. Voilà, donc la gamme était également très complète, hein, chez Icar. Ils avaient vraiment fait un gros boulot. Moi, je trouve en tout cas qu'au niveau des couvertures,
Artistiquement parlant, c'était différent, mais je trouve que ça passait quand même plutôt pas mal. Il y a juste peut-être la mise en page et l'esthétique intérieure qui était un peu étouffante. Parfois, voilà, comme vous avez pu le voir, avec des cartes qui étaient et pas super forcément facilement lisibles, un fond, comment dire, qui rendait la lecture un peu compliquée. Mais globalement, bon, ça va, voilà, c'était quand même une édition qui était tout à fait honorable de mon point de vue sur le genre, pour en tout cas la, la traduction en tout cas de cette 5e édition. Et donc, un dernier supplément qui est le donc registre domanial. Donc là, c'est carrément un cahier de feuilles de personnages, enfin de feuilles de fief. Voilà, vous pouviez acheter donc ce supplément. Quand même, il était à quasiment 8 euros. Ça faisait un peu cher. Pour en tout cas, voilà, mettre tous les détails de votre domaine personnel. Voilà, donc vous voyez, ça faisait quand même une belle gamme qui était à peu près équivalente à celle d'Oriflame. Voilà, eh ben, je pense que d'une manière ou d'une autre, j'ai terminé mon propos au niveau de la gamme. Donc je vous ai à peu près tout présenté ce qui existait en français. Je n'ai pas, comment dire, acheté Pendragon en VO. Voilà, alors, si vraiment vous voulez savoir à quoi ça ressemble, comme je vous dis, vous avez le kit gratuit en anglais pour l'instant. Je ne sais pas s'il va y avoir une traduction française pour l'instant, j'ai pas entendu dire qu'il y avait une maison d'édition qui se penchait sur l'affaire. Ça me serait logique d'une certaine manière peut-être que bah, si voilà c'est Dead Crows qui s'occupe comment dire de RunQuest, peut-être que vont se lancer dans Pendragon, ça serait logique, mais on peut s'attendre à ce que ça soit traduit peut-être par une autre maison d'édition française. Pour l'instant, j'ai pas entendu de bruit de couloir à ce niveau. On attend en tout cas la sortie de cette fameuse 6e édition. Euh, voilà, moi quand j'ai regardé comment dire le kit d'introduction, bah, c'est la suite logique. Il y a juste un truc, comment dire, qui m'a, je dis pas fait tomber de ma chaise, mais qui m'a fait poser quand même pas mal de questions. C'est dans les pré-tirés, comment dire, 2 personnages chevaliers féminins. Et là, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui tente là? Là où c'était une discussion, comme je le disais un peu plus tôt dans cette vidéo, qui était, on va dire, le choix de chaque MJ. Là, ils prennent la chose comme fait accompli, c'est de nos jours, on s'en fout. Il y a des personnages chevaliers féminins, ce qui est bien, hein, parce que bah, voilà, on veut inclure en effet la jante féminine dans notre loisir. Ça, je ne dirais jamais que c'est une mauvaise chose. Mais je suis désolé, voilà, je vais peut-être faire mon vieux con. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, voilà, vous savez quel est mon avis sur ce genre de questions. Là, on n'est pas du tout, mais alors du tout, en accord avec le genre et avec la réalité historique. Comme je vous disais, la réalité historique, il n'y a pas de chevalier féminin. Dans le mythe arthurien, qui est lui une fiction fondée sur cette réalité historique qui n'existe pas vraiment en plus, il n'y a pas de chevalier féminin non plus. Ça n'est pas, on va dire, voilà, c'est contraire, comment dire, purement et simplement aux lois et aux règles sociales. Donc il ne faut pas non plus dire après, voilà. Donc oui, ils étaient à l'époque misogynes, et ils étaient, on va dire, patriarcaux, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais après il faut savoir être en accord avec le genre. Si le genre vous plaît pas, ben vous jouez à un autre jeu, ou alors vraiment vous le changez et vous considérez que les chevaliers féminins ça vous gêne pas, c'est après tout on est dans une œuvre de fiction, on s'en fout, mais voilà moi ça, bah voilà. Mais moi je trouve que on n'est pas en accord avec l'émulation du genre tel qu'il existe. Ça peut paraître réducteur, mais voilà, moi c'est mon avis sur la chose. C'est un choix que chaque maître du jeu pourra faire, d'accepter des chevaliers féminins ou pas. Moi, je vous dis juste mon avis sur la question, c'est que c'est pas logique, c'est pas en accord, comment dire, avec l'idée que l'on se fait de Pendragon, où c'est le chevalier mâle vertueux, voilà, qui justement va bah, partir en quête et éprouver justement ces différentes qualités, ces différentes vertus. La femme ayant, elle, une place bien spécifique dans cette société, qui n'est pas une place de seconde zone ou de second plan. Je suis désolé, il ne faut pas dire ça non plus. Mais voilà, la société malgré tout est dominée, comment dire, par l'homme
on va dire, dans les faits, dans la réalité, enfin, on va dire dans les apparences, parce que dans les faits, ça intrigue vachement en coulisses, hein, faut pas croire, mais hein, si vous dites que la reine Guenièvre n'avait aucun pouvoir, c'est que vous comprenez pas non plus le genre. Et de loin, quand on voit aussi ce que la dame du lac, quel était son pouvoir, Viviane, de loin quand même, voilà, elle a quand même réussi à rouler Merlin. Certes, il l'a bien voulu par amour, mais elle a quand même réussi à rouler Merlin. Dire après que les femmes n'ont pas d'importance et n'ont pas de pouvoir et que donc il faut leur donner absolument un rôle de chevalier dans le genre pour, on va dire, obéir à une tendance moderne. Moi, je trouve que voilà, c'est se s'égarer, c'est se gourer complètement au niveau, on va dire, du genre. Quand on veut jouer à un jeu de rôle, on accepte, je pense, les canons du genre. Si on commence déjà à transiger pour des raisons, on va dire, pratiques, bah, certes, c'est votre problème, mais après, venez pas dire que vous jouez, on va dire, à Pendragon. Vous jouez à un autre jeu. Vous jouez à un jeu, on va dire, où il y a des femmes chevaliers, et techniquement, bah, dans le genre, ça n'existe pas. Voilà, on pourra dire ce qu'on veut. Hein, il y avait le même problème sur pas mal d'autres jeux. Hein, bah, je prends comme exemple justement la légende des 5 anneaux, hein, où il y avait donc des samouraïs féminins. Alors les samouraïs féminins ont existé aussi, il y en a eu, on le sait très bien, mais c'était pareil un épiphénomène. Voilà, donc ça doit rester rare, je pense. Moi, à la table, c'est un choix. Moi, si je maîtrise Pendragon, je pense pas que je l'accepterai. Mais c'est pas pour autant que bah, voilà, ma première joueuse, qui est quand même ma femme, restera sur le carreau parce que bah, elle aura un personnage, on va dire, de second plan. Non. Elle aura un personnage tout aussi important et tout aussi impliqué dans l'aventure. Et les chevaliers feront des choses de chevaliers et bah, les dames feront des choses de dames et chacun aura son importance dans la narration et dans la campagne. Et c'est comme ça, comment dire, qu'on a, on va dire, une dynamique de groupe, je pense, intéressante à la table de jeu. Si après vous décidez bah, de mettre quand même des personnages féminins, ben, je suis désolé, mais vous n'êtes pas en accord avec le genre, c'est votre choix, mais voilà, ça n'en reste pas moins que ce n'est pas, on va dire, c'est pas dans l'esprit. Donc c'est avant tout, en effet, une affaire de choix, je le reconnais. Mais si on veut, comment dire, rester, on va dire, honnête avec même si ce n'est reste que de la fiction, hein, après tout ça ne coûte rien hein, de dire, de décréter il y a des personnages féminins, mais ça a tellement d'implications et ça remet tellement en cause de plein d'idées, plein de concepts, plein de choses du jeu que c'est s'asseoir comment dire sur l'œuvre d'une certaine manière. Voilà, donc ça reste un problème, je sais, parce qu'on veut malgré tout être dans l'inclusivité, on veut être comment dire dans le confort, comment dire pour tous les joueurs et joueuses à la table de jeu, mais faut savoir après garder comment dire une certaine, je dirais logique, une certaine éthique dans la manière dont on veut apporter les choses. Et dans le genre, je suis désolé, les chevaliers féminins, ça n'existe pas. Faut être clair là-dessus. Voilà. Donc voilà, c'était mon propos sur la chose. J'espère que, bah, voilà, au-delà de cette petite polémique qui, moi, m'a un peu fait grincer des dents, parce que là, maintenant, bah, on nous propose même plus le choix, quoi. En fait, c'est ça surtout qui m'ennuie, c'est que maintenant, ça va être vu comme un fait accompli, et ça va être normal. Donc à la limite, bah, tant mieux. Voilà, ceux de de cette génération-là, ils y verront eux quelque chose de tout à fait normal. Nous, bah, on y verra quelque chose de, je dis pas d'aberrant, mais en tout cas de discutable. Quand on parle en tout cas d'un jeu de cette qualité qui donc s'inspire, comme je le disais, d'une œuvre littéraire qui est complètement anachronique. Voilà. Donc, c'était Magna Magister pour donc la gamme Pendragon. Pensez à mettre des pouces, des commentaires. Si vous aussi vous voulez vous lancer dans la polémique, eh ben, je vous en prie, ne vous en privez pas. Je réponds toujours aussi bien à ceux qui sont d'accord avec moi que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. On a le droit d'échanger, on a le droit de ne pas être d'accord. C'est le principe. Sur le Discord, c'est comme ça. On parle avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord tous les jours. Voilà, je vous avais mon point de vue, je l'ai essayé de l'étayer, de l'expliquer. J'espère que vous le comprendrez, même si vous n'êtes pas forcément d'accord. À savoir que
Voilà, il n'y a rien de, on va dire, de grave et de méprisant et de terriblement important là-dedans. C'est juste une affaire, on va dire, comme d'habitude, hein, à quoi on joue, avec qui on joue et quel plaisir on prend à jouer ensemble à un jeu, comment dire, avec des canons, avec on va dire, une idée, comment dire, qu'on se fait du genre et à voir comment on le fait ensemble et si on veut le faire, eh ben, qu'on le fasse de la manière qu'on juge la plus honnête, juste et logique. Voilà. Donc voilà, abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez des pouces et nous nous retrouverons donc j'espère pour de nouvelles aventures la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt, salut salut.